3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Philippe Fornier est avec nous ce soir, le directeur de gestion privée de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Michel Martinez nous accompagne, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Olivier Ringard de nous accompagner également. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Directeur des investissements de Neuflize OBC. Les séances de baisse sont toujours intéressantes et instructives. Ça a commencé hier avec la tech américaine. Le Nasdaq perdait plus de 2,5% hier soir en clôture. En Asie ce matin avec un Nikkei notamment ou la bourse de Hong Kong également qui a chuté sévèrement et puis une baisse de 2% ce soir à l'arrivée en Europe. Ce qui est intéressant dans le descriptif qu'on peut faire, c'est que les marchés obligataires n'ont pas joué tellement un rôle de marché refuge. On voit même plutôt des taux stables pour le 10 ans américain, voire en légère hausse de quelques points de base pour les taux européens. Et on est donc tenté de chercher une explication peut-être du côté des craintes inflationnistes chez les investisseurs. Olivier Ringard, est-ce que c'est la bonne corrélation? Est-ce que c'est la bonne explication? Ou est-ce que c'est plus un prétexte qu'autre chose? Après, encore une fois, un run spectaculaire pour les marchés actions depuis 6 mois maintenant. On célébrait le 9 mai dernier les annonces des vaccins et de leur efficacité le 9 novembre 2020. C'est une bonne question. Pour l'instant, c'est un petit réveil. On avait une volatilité qui était très faible. Quand on regarde la volatilité réalisée, on était autour de 10%. Donc on voyait qu'on avait presque tendance à s'endormir. Il se passait plus grand-chose. On montait un peu tous les jours. Et là, on a une petite correction qui ressemble déjà à ce qu'on a eu au cours du mois de février et du mois de mars, et qui est assez similaire. On s'interroge toujours sur le régime économique dans lequel on est actuellement. On s'interroge toujours sur l'existence ou pas de pressions inflationnistes qui vont s'imposer durablement, en particulier pour l'économie américaine. Et on voit toujours peu ou prou le même comportement, à savoir plutôt une résistance assez forte des secteurs cycliques et puis des secteurs des valeurs de croissance, et en particulier le secteur technologique qui est un peu sous pression. La correction qu'on est en train de vivre, ou la consolidation qu'on est en train de vivre, parce que pour l'instant, par rapport au poids haut, on a c'est un trou d'air pour l'instant. perdu 2 ou 3%, donc rien de très significatif sur le Standard & Poor's 500 ou sur le marché européen. On pouvait la sentir, c'est-à-dire qu'on observait plusieurs choses. D'abord, au niveau de la corrélation entre les grands marchés, on voyait que les marchés étaient un peu en train de se décorréler. On voyait que on voit les marchés émergents plutôt en retrait, en particulier le marché chinois. On voit que le Nasdaq est plus volatile depuis le début de l'année, et on voit que les small caps américaines étaient également en train progressivement de s'essouffler. Ensuite, quand on regardait au niveau du stock picking, donc de la vie des valeurs, on s'aperçoit depuis quelques semaines que les très bons résultats n'ont pas été nécessairement salués par de nouvelles progressions. Et on a 2 valeurs, nous, qu'on retient pour illustrer cet état. C'est d'abord les résultats d'Apple et le comportement d'Apple sur les résultats, et ensuite les résultats de JP Morgan également, qui étaient très bons. Mais le titre n'a pas réussi à faire de nouveaux plus hauts. Et puis on s'aperçoit également que des titres qui ont beaucoup progressé l'année dernière sont en train d'enregistrer des corrections assez sensibles. Donc, des signaux de faiblesse qui étaient progressivement en train de se matérialiser, et donc probablement une correction qui est en train de se produire. La question, évidemment, est de savoir jusqu'où celle-ci va aller. Donc ça, c'est la question de court terme. Et puis la question de moyen terme, c'est de savoir si on n'est pas en train de changer de régime sur les marchés lié à l'existence ou pas de pression inflationniste. Oui, non, mais le débat, ça fait des mois qu'on l'a, mais c'est vrai qu'on va dire que les évidences ou les anecdotes au moins s'accumulent, y compris à travers le discours des entreprises. Et je le disais, on aura déjà une forme de vérité ou une heure de vérité demain avec l'inflation américaine. On va y revenir, mais petit tour de table là, sur la séquence de marché du moment. Philippe, comment est-ce que vous analysez alors ce trou d'air, cette respiration, et est-ce que les craintes inflationnistes jouent un rôle dans le déclenchement de cette consolidation des marchés? Enfin, moi, je pense que c'est un mélange un peu de tout ça, ce que vous avez dit. C'est-à-dire que c'est d'abord, effectivement, une respiration, plus qu'une consolidation à ce stade, puisque c'est faible. C'est lié effectivement au fait que le marché a quand même beaucoup monté, et que quelque part, chacun se rend compte que le marché a beaucoup monté, et que quelque part, il faut aussi marquer une pause à un moment. Et on préfère presque orchestrer la pause plutôt que de la subir. Donc, et le mois de mai est toujours un bon candidat pour orchestrer une pause. Il y a ce vieil que tout le monde connaît bien, etc. Ouais. Et qui se vérifie dans l'histoire, je dirais, parce qu'on voit bien qu'effectivement, la période mai à octobre est toujours un peu moins favorable, traditionnellement, que la période précédente. Mais je dirais au-delà de ça, il y a quand même effectivement cette vraie question autour de l'inflation.
Je crois que déjà, il faut dire à nos auditeurs et téléspectateurs que quand il y a plus de croissance, il y a nécessairement plus d'inflation. La question, c'est la dose. Et c'est ne pas dépasser la dose prescrite. Et ne pas dépasser la dose prescrite sur un traitement de long terme. Et on est exactement dans cette question aujourd'hui aux États-Unis. Alors, pas tellement en Europe, encore qu'on voit certains effectivement du côté de la Bundesbank qui posent des questions, mais c'est surtout aux États-Unis où il y a effectivement plus d'inflation. Cette inflation, on l'a cité, elle vient effectivement principalement des matières premières et du cycle de production. Elle se déploie partout, y compris en Chine, puisque vous avez cité les chiffres. Mais aujourd'hui, cette situation, c'est de savoir si on ne se trompe pas de scénario. Si la Réserve fédérale, qui reste effectivement très en arrière-de-main là-dessus, et qui a annoncé, urbi et orbi, que de toute façon la situation restait sous contrôle, qu'elle regardait le niveau de l'inflation, qu'elle regardait le niveau de l'emploi, et que pour l'instant il n'y avait pas lieu de se précipiter à changer quoi que ce soit, et qu'elle continue à soutenir cette croissance, est-ce que ce scénario est le bon? Et c'est ça que les marchés cherchent à savoir. Est-ce que la Réserve fédérale n'a pas déjà raté le coche? Parce qu'évidemment, si c'était le cas, on serait dans un changement total de scénario sur les marchés. Aujourd'hui, notre position à nous, c'est qu'on va avoir plus d'inflation aux États-Unis. On va dépasser largement les 2%, mais pour nous, ça reste assez ponctuel. C'est lié à la reprise du cycle, c'est lié à la réouverture, c'est lié à l'accélération autour de tout ça. Et on pense que dans un deuxième temps, les choses devraient un peu se calmer. Et c'est pour nous ce scénario que l'on tient. Et donc on est assez en phase avec ce que dit la Réserve fédérale. Maintenant, le doute est toujours permis de savoir si elle se trompe ou pas. Et je pense qu'il faut rester vigilant et rester à l'analyse de tout cela. Sur l'inflation, je me tourne vers l'économiste Michel Martinet. Je retourne un peu la question désormais. Pourquoi est-ce que selon vous, parce qu'on a discuté avant, pourquoi est-ce que selon vous l'inflation aux États-Unis et pourquoi pas le schéma d'inflation en Europe également est voué à n'être que transitoire ? Puisque ça reste l'argument fondamental des banques centrales aujourd'hui. On a quand même depuis quelques mois des évidences qui s'accumulent. Alors les effets de base, c'était le pétrole, mais aussi l'ensemble des matières premières quand même qui montent. Il y a la reprise cyclique, mais certains mettent en avant des éléments structurels liés à la transition énergétique, par exemple. On voit un marché du travail alors qui est compliqué à analyser, mais on peut percevoir des poches de tension aussi quelque part dans le marché du travail américain, avec des entreprises qui n'arrivent pas à ramener une force de travail dans l'entreprise justement, et on se demande si ces entreprises ne vont pas devoir augmenter les salaires, etc. Après, je pense que sur ces sujets, on va savoir si le rebond de l'inflation qu'on voit, et qui va s'accélérer, demain on attend des chiffres d'inflation aux États-Unis à 3,5%, en Europe on va dépasser 2%, en Allemagne on va dépasser 3%, alors pas maintenant, mais après l'été. Ce rebond de l'inflation, aujourd'hui, on sait qu'il y a des causes temporaires que vous avez mentionnées, à savoir en fait des effets de base. On a eu et puis des effets de rattrapage. Les prix ont baissé l'an dernier où il y a eu peu d'inflation et là on rattrape. Un exemple typique, c'est le prix du pétrole, $60 avant la pandémie ou 65, il est tombé à 0, il repasse à 65. On voit ces courbes en V qu'on retrouve. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Ce sera probablement pareil pour les prix du transport aérien, les vacances. Donc là, ça crée de l'inflation. Alors après, on n'a pas de certitude absolue sur le fait que cette inflation va ralentir ou on aura un nouveau super cycle, c'est le mot à la mode, c'est que comme dans les années 70 ou 80 où l'inflation est auto-entretenue. Après, la plupart des équipes d'économistes, les banques centrales et même les marchés, quand on regarde les anticipations d'inflation à 5 ans, dans 5 ans, n'anticipent pas de super cycle. Ils anticipent une normalisation de l'inflation, une inflation aux États-Unis qui va revenir au-dessus de 2% après 2022, mais pas beaucoup plus qu'au-dessus de 2%. Ils anticipent une inflation qui va être inférieure à 1,5% en zone euro. Aujourd'hui, ça c'est le scénario qui est dans les prix de marché, celui des banques centrales et celui de la plupart des économistes. Alors pourquoi ? Essentiellement parce que dans le cadre classique, les modèles, les outils qu'on a, dans les pays avancés, l'essentiel de l'inflation, c'est l'inflation domestique, c'est des services, c'est des salaires. Et on sait qu'il faut qu'il y ait des marchés. Globalement, il y aura effectivement des poches de tension et peut-être des hausses de salaire ici ou là, des hausses de prix ici ou là, mais globalement, il faut que le marché du travail soit très tendu et il y a encore beaucoup de chemin à faire, à commencer par les États-Unis. Il y a encore le niveau de l'emploi, il y a encore aujourd'hui 6 millions d'emplois inférieurs au niveau à celui d'avant de la pandémie, sans compter toutes les autres formes de sous-emploi. On a probablement des ordres de grandeur comparables en zone euro.
Et avant qu'on arrive à un taux de chômage, alors aux États-Unis, de l'ordre de probablement 3%, et en zone euro, probablement l'ordre de 6%, du chômage qui crée de l'inflation, c'est pas une histoire 2021 et probablement pas 2022. Et donc ça c'est le cadre analytique classique. Alors après il y a beaucoup de risques. Les risques, c'est que effectivement on est une situation complètement nouvelle qu'on n'ait pas encore vue, où le raisonnement que je viens de tenir sur le fait qu'en général, pour qu'il y ait des hausses de salaire qui se transmettent au prix, il faut qu'il y ait des marchés tendus, mais il faudrait un autre scénario que celui-ci. Mais c'est pas quelque chose qu'on a observé depuis maintenant des décennies. Et il n'y a pas suffisamment d'accumulation d'évidence aujourd'hui pour vous permettre de dévier de ce scénario. Non, mais c'est un débat. Ce qu'on observe, après, il y a aujourd'hui beaucoup de poches de niches inflationnistes. On le voit sur les matières premières, on le voit dans certains secteurs industriels, manufacturiers, où on voit que les prix à la production connaissent des croissances qu'on n'a pas connues depuis longtemps. Là, on parlait du PPI, l'indice des prix à la production manufacturière, industrielle en Chine, à 6% l'an. Ça, je ne sais pas combien de temps, ça devait faire 2 décennies qu'on a vu ça. Donc ça c'est vrai. Sur les matières premières, nickel, cuivre, on voit des fortes hausses. Alors on ne le voit pas sur le pétrole, mais alors aujourd'hui, il y a vraiment deux sujets. Est-ce que ces chocs du côté de l'offre est devenue insuffisante sur tous les produits que j'ai mentionnés? Est-ce que l'offre va pouvoir rattraper? Alors, le choc, il peut être temporaire, il peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, mais même si les marchés anticipent que la production de cuivre, de nickel, va augmenter, que la production de semi-conducteurs va augmenter à un horizon d'1 an, 18 mois, il n'y a pas de raison d'anticiper. Et on aura un choc de prix temporaire assez long, mais il n'y a pas de raison d'anticiper que ça va être autant entretenu. Ouais. Alors, aujourd'hui, quand on discute avec les spécialistes sur ces segments, ils nous disent il y a un choc qui va durer X temps, mais on arrivera à le combler. Après, comme je dis, il n'y a pas de certitude absolue sur ces sujets. Non, j'entends bien. Ouais. Non, mais déjà des chocs de prix peut-être sur 1 an encore devant nous, c'est du transitoire qui dure, quoi, comme on dit un peu simplement. Mais ça reste du transitoire. Ça reste du Du transitoire. point de vue de l'analyse macroéconomique et de l'analyse qu'un banquier central devrait faire également de cette situation. Encore une fois, ça reste du transitoire, mais normalement les marchés doivent bien anticiper sur les anticipations de prix, sur les différentes entreprises qui travaillent, par exemple dans les semi-conducteurs, les prix de matières premières. Elles ont une vue sur les capacités de production. Et puis effectivement, une usine de semi-conducteurs qui vaut 10 milliards, 5 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, ça ne se construit pas en 3 mois. Non. Voilà. Bon, et alors, est-ce que le marché accepte cette idée transitoire? Est-ce que si ça dure plus de quelques mois, est-ce que ça peut devenir un sujet de marché? J'entends, Philippe Forny. Est-ce que ça implique qu'il y a un vrai risque d'erreur politique monétaire si jamais une banque centrale craque au moment où on ne l'attend pas, par exemple? Alors évidemment, s'il y avait un crack côté banque centrale, là, c'est sûr que le marché aurait une lecture certainement beaucoup plus pessimiste des sujets. Ça s'est déjà produit dans le passé. On se rappelle aux États-Unis, on a eu effectivement des erreurs de politique monétaire qui ont eu des conséquences importantes. Je crois. Pas qu'aux États-Unis, mais des erreurs qui ont des conséquences importantes, notamment sur les taux d'intérêt long terme américains. Mais aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans ce scénario. Mais je pense que simplement, ça veut dire que la volatilité, on peut la voir monter. Parce que si on est dans le scénario que vous venez de décrire, et ce scénario, j'y adhère complètement, c'est-à-dire avec un peu de durée sur un certain nombre de choses, bien évidemment, on va avoir de façon un peu lancinante la question qui revient. Et ça génère forcément de la volatilité sur les marchés. Alors, est-ce que c'est mauvais pour nos marchés? Je dirais pas forcément. Pas forcément, parce que d'abord, le trend de croissance, a priori, resterait là. C'est quand même ça qui fait les résultats futurs des entreprises. Et c'est quand même là-dessus que s'adossent les cours boursiers. Et puis, quelque part, on aurait cette volatilité qui nous permettrait d'avoir des points d'entrée, parce que les marchés pourraient baisser ponctuellement, un peu plus que la respiration qu'on évoque là. Et nous, on dit assez clairement aujourd'hui qu'on reste positif sur les marchés risqués, parce qu'on a cette vision de la conjoncture qui reste favorable, et que si les marchés baissent plus qu'ils n'a baissé là, on serait presque prêt à revenir dessus.
Sauf si le scénario de banque centrale changeait, bien évidemment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la lecture qu'on en a. Donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir fait déjà 2 réductions d'exposition marché-action et on reste surexposé, mais on a réduit cette surexposition. Et aujourd'hui, nos portefeuilles ne s'en portent pas plus mal. Et il se trouve que justement, on était un peu plus inquiet sur les technologies américaines et c'est justement un des marchés que nous avons réduit puisque nous sommes neutres sur les États-Unis depuis un certain temps. Bon, encore une fois, Olivier Ringard, sur le sujet de l'inflation, est-ce que les chiffres, celui de demain et ceux d'après, vont être saisissants? Est-ce que le marché peut stresser par rapport à ces chiffres? Est-ce que les banques centrales aussi vont monter un peu en pression? Ou au contraire, est-ce que la pression va s'accumuler sur certaines banques centrales pour accélérer peut-être des stratégies de sortie de crise? Le débat chauffe de partout, y compris au sein de la Fed. J'imagine que ce sont des débats qui ont lieu aujourd'hui. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que le débat est là pour rester. Et il va sans doute rester particulièrement aigu au cours de ces 2-3 prochains mois, parce que effet de base sur les chiffres d'inflation, parce que pression sur les prix des matières premières, parce que goulot d'étranglement sur certaines industries. Et donc cet effet transitoire risque de durer un peu plus longtemps et donc alimenter le débat. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'on a pour l'instant un policy mix qui est extrêmement agressif, en particulier du côté des États-Unis. Quand on remet un peu les chiffres en perspective, qu'on essaie de prendre du recul, on voit le bilan de la Banque centrale américaine qui a quasiment doublé en l'espace de 12 mois. On voit une politique budgétaire américaine qui est extrêmement agressive. Et pour l'instant, ce policy mix américain, il donne aucun signal de vouloir réduire la voilure. Et d'ailleurs, M. Powell, dans sa dernière intervention, a dit que pour l'instant, il fallait continuer à soutenir l'économie américaine. Donc on est dans ce mouvement, et ce mouvement va sans doute durer au cours de ces 2-3 prochains mois, et va sans doute alimenter une forme de questionnement perpétuel, et pourquoi pas de volatilité sur les marchés, et en particulier sur les actifs risqués. C'est un peu l'analyse que l'on a pour les prochains mois. Au-delà, je rejoins ce qui a été dit, on voit nous aussi pour l'instant un rebond temporaire de l'inflation, même si on a un peu de sympathie pour le scénario où le régime économique change un peu, en particulier aux États-Unis, où on a un peu plus d'inflation que celle que l'on a eue au cours de ces 10-15 dernières années, et qui justifierait dans ce cas-là d'avoir des taux longs qui remontent un peu, mais on n'y est pas. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Si l'inflation confirme son caractère transitoire, Michel, qu'est-ce que vous attendez des réactions de Banque centrale? Est-ce que vous comprenez quand même que le débat monte à un moment pour qu'on réduise un petit peu les programmes d'achat d'actifs? On ne parle pas de hausse de taux pour l'instant, mais on sait que si on réduit les programmes d'achat d'actifs, l'étape d'après, c'est de remonter naturellement les taux directeurs. Comment vous comprenez ce débat? Est-ce que les banques centrales peuvent rester ultra accommodantes pendant encore plus longtemps peut-être que ce qu'on imagine? Alors oui, il faut effectivement bien rappeler que l'inquiétude principale des marchés, alors il y a des problèmes sectoriels de valorisation, ça reste effectivement la possibilité que les banques centrales réduisent un peu la taille du robinet monétaire, et donc en l'occurrence les achats d'actifs, le tapering. Ça, on n'y échappera pas. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est le reflet de la normalisation des économies, le fait que les économies se réouvrent, elles réaccélèrent, il y a encore 6 mois, 1 an, 6 mois, on avait peur un peu plus de 6 mois, un scénario assez noir avec des pertes définitives sur l'appareil productif, des hausses du taux de chômage, et qu'on se rend compte qu'avec tout ce stimulus budgétaire, les entreprises ont bien tenu, le système productif a été relativement préservé, et avec la réouverture, maintenant, on va pouvoir graduellement retrouver les niveaux d'activité pré-pandémique. Alors, les États-Unis dès cette année et l'Europe l'an prochain. Donc, dans un tel scénario, il est assez évident que les banques centrales ne peuvent pas maintenir le même stimulus, et on doit à un moment revenir au niveau de stimulus qu'on avait pré-pandémique. C'est ça, en rythme de croisière. En rythme de croisière. D'accord. Voilà.
Et rien que ça veut dire beaucoup moins d'achats de titres obligataires de la Fed. Donc, elle achète 120 milliards de titres par mois. Donc, il faut probablement envisager que quelque part en 2022, ce sera fermé. Et la BCE, c'était 20 milliards par mois. Aujourd'hui, avant la pandémie, on est aujourd'hui à l'ordre de 100 milliards. À peu près pareil. Quelque part en 2022 aussi, on va revenir dans ces eaux-là. Donc après, ça c'est positif. C'est le reflet que l'économie va mieux et que tout normalise et qu'on n'a pas de peur sur l'appareil productif, le chômage et aussi les risques de déflation. Et encore plus maintenant, on craint le risque inflationniste. Et le risque, c'est quoi? C'est de déclencher ces stratégies de normalisation trop tôt, trop vite? C'est ça le risque aujourd'hui? Mais oui, c'est probablement le risque. On sait que la Fed, elle a une vision qui est asymétrique. Autrement dit, elle se sent plus capable de corriger un risque inflationniste en relevant ses taux que de laisser l'appareil productif pas encore revenir à son niveau normal. Donc le chômage, en l'occurrence, plus élevé que ce qu'elle souhaite, qui est probablement de l'ordre de 3%. Donc elle va accepter de l'inflation plus élevée. Alors un temporaire qui peut être, je le dis, assez long, qui peut durer un an, mais si elle a suffisamment d'éléments pour penser que ça va ralentir, elle l'acceptera. Et alors, pour la BCE, on n'y est pas encore parce qu'on a beaucoup parlé d'inflation totale, mais en zone euro, l'inflation sous-jacente, elle reste en dessous d'1% pour l'instant, ou de l'ordre de 1%. Donc, l'inflation domestique. Donc, pour la Banque centrale, c'est probablement un débat ultérieur, même si, effectivement, si la BCE doit, quelque part, en 2022, acheter, je sais pas, entre 20 et 50 milliards par mois au printemps 2022, on voit bien, elle achète 100, elle devrait acheter moins de 50. Graduellement, il va falloir qu'elle commence dès cette année à ralentir le rythme de ses achats en fin d'année ou au début de l'an prochain. Ce sera un resserrement monétaire ou pas, Michel? Alors, je pense que pour la plupart des économistes, non, parce que la façon dont raisonnent les banques centrales et les économistes, c'est de regarder le degré d'accommodation de la politique monétaire, non pas en regardant les taux nominaux. Aujourd'hui, la France emprunte à 0,20, les États-Unis à 5, à 6, mais de regarder en taux réel, donc déflater de l'inflation. Et de comparer ce taux réel à la croissance. Et la différence entre les deux, c'est si les taux réels sont nettement inférieurs à la croissance, ça veut dire que il y a un intérêt majeur à s'endetter parce que oui, la croissance rentabilise votre l'endettement. Donc tant que et c'est comme ça que c'est par des taux d'intérêt réels que la Banque centrale européenne définit ce que sont des conditions financières favorables. Donc si la croissance reprend, on peut maintenir un degré d'accommodation de la politique monétaire aussi important, voire plus important, en acceptant que les taux d'intérêt nominaux remontent. Et ce sera probablement tout l'enjeu. En termes de communication, c'est pas évident. C'est le problème principal. C'est pas très évident, mais je pense que ça fait pas de doute dans la tête des banquiers centraux, et je pense que je pense aussi la plupart des investisseurs de bien comprendre que ce qui compte, c'est la différence entre le rendement d'un investissement réel et puis le coût de l'endettement. Sauf que moi je comprends quand même que si on est dans une logique d'inflation moyenne, comme le sont les États-Unis, on peut se permettre justement de rester sur ce rythme-là, peut-être un peu plus longtemps que d'habitude, que dans la fonction de réaction traditionnelle ou antérieure. Après, la manière dont présente les choses, dont Michel présente les choses, on se dit, vite le tapering. Est-ce que ce sera une bonne nouvelle pour les marchés, pour les investisseurs, Olivier? Je pense que ça a été dit. L'enjeu, ça va être la communication. Et l'enjeu, ce sera le guidage des anticipations. Puisque, en fait, pour tapering n'est pas nécessairement égal à tightening. Évidemment, la Banque centrale américaine a l'expérience de 2013, où la tapering avait été équivalent à tightening, puisqu'on avait une détérioration très forte des conditions financières. Et qui dit détérioration très forte
des conditions financières dit que les agents économiques, en particulier les entreprises, ont davantage de difficultés à se financer. Donc pour que on ne reproduise pas ce qui s'est passé en 2013, la Banque centrale américaine en particulier doit avoir une communication très pointue, très fine et pointue, mais surtout guider les anticipations. Donc elle va sans doute rajouter dans sa communication des éléments qui vont permettre aux investisseurs de voir où la Banque centrale veut aller, ce qui devrait, in fine, permettre à cette Banque centrale américaine d'éviter un durcissement des conditions de financement au moment où elle va annoncer le ralentissement donc, de son programme d'achat. Après, ce qui dominera, in fine, c'est le fondamental. Et donc, ce régime économique, et savoir si on change ou pas de régime économique. Et on pourrait avoir des mois où certaines statistiques feront peut-être balancer les investisseurs d'un scénario à un autre, comme cela a été le cas la semaine dernière avec les chiffres de l'emploi américains. Est-ce que vous craignez, Philippe, un repricing brutal au moment des annonces? Vous le dites vous-même, effectivement, la communication, c'est ce qui va importer. Je pense que ça va être le sujet le plus compliqué, très honnêtement, parce que d'abord, il y a une question d'habitude. On s'est habitué à ces volumes. On s'est habitué à cette espèce de drogue régulière. On appréciait. Et il y a un moment où tout ça va s'arrêter. Je suis d'accord, on sait que ça va s'arrêter. Mais on appréhende, c'est un peu le moment où ça va s'arrêter quand même. Et je pense que les marchés vont être très attentifs à toutes les déclarations. Et je partage le point de vue, c'est que pendant une période, on va avoir des statistiques qui vont balancer dans les deux sens. Donc, décrypter le langage de la Banque centrale, elle enverra des signaux, évidemment. Elle préparera le terrain, comme elle essaie de le faire à chaque fois. Mais je pense qu'on va entrer dans une période qui sera plus compliquée, un peu, comme on dit en anglais, bumpy, un peu chaotique. Ouais. Donc, parce que, bien évidemment, on va devoir essayer de comprendre vers quoi on tend, et surtout à quel rythme on tend vers ça. Alors bien sûr, on va être rassuré par un côté parce qu'on est dans la régularisation, dans la normalisation. Donc ça veut dire que la croissance est là. Et donc quelque part, ça nous rassure. Mais en même temps, le cheminement pour le faire, la façon de le faire, le rythme pour le faire, tout ça, ça va rester un peu plus compliqué et ça sera du domaine de la Réserve fédérale. Et ça donnera le là sur l'ensemble des marchés internationaux, pas que sur le marché américain. D'abord sur ce marché, mais également par contagion sur les autres. Donc c'est quand même un parcours qui va être très difficile. Et c'est ça que je pense les marchés vont appréhender un peu. À la fois de la satisfaction et un petit peu d'inquiétude pour savoir si on va bien détecter les mouvements qui nous sont annoncés. Et comment ça peut se traduire en termes de rythme de marché, effectivement? Est-ce que la séquence du moment déjà est un peu emblématique de ce qui nous attend? Et comment, dans les portefeuilles, on s'organise? Si on est dans une phase un peu différente, plus bumpy, comme vous dites, Philippe, comment est-ce qu'on organise les portefeuilles pour se préparer à cette période? Aujourd'hui, on n'est pas rentré dans cette phase-là. Parce que nous, effectivement, ce tapering qu'on évoque là, c'est-à-dire le fermer le robinet des achats d'actifs, on le voit d'abord arriver qu'en fin d'année, pour un déclenchement sur l'année 2022. Donc il n'y a pas d'urgence, vous dites, à se mettre en ordre de bataille? Non, en tout cas, pas sur ce point-là, pas à cause de ça. Après, dans nos portefeuilles, c'est vrai qu'on a commencé à moduler nos choix, d'accord. On a commencé à réduire certaines poches. Je l'ai dit tout à l'heure, on a baissé notre exposition, on a réduit un peu la tech. On fait de la tech de façon un peu différente. On va travailler plus sur les semi-conducteurs plutôt que de faire des GAFA, par exemple. On va travailler plus sur la dimension 5G, sur tout ce qui est appareillage 5G, etc. Quelques idées comme ça. Et puis dans les portefeuilles, on commence à créer des poches pour le futur qui sont un peu plus défensives. Même si on reste exposé, on module un peu les secteurs qui composent les portefeuilles. On va revenir par exemple sur la santé. On va essayer de trouver également des titres qui sont plus hybrides. On va travailler plus les convertibles. Bon, tout ça pour avoir constitué un début de poche, aujourd'hui qui n'est pas forcément indispensable, puisqu'on n'a pas une lecture négative des marchés, mais qui va quand même nous permettre de commencer un positionnement, parce qu'on a quand même des gestions de taille importante, et on ne vire pas sur notre aire aussi facilement que ça. On est quand même un paquebot. Donc, quelque part, il faut aussi se prémunir contre des chocs. On pense qu'on rentre dans une période qui est certes favorable, mais où on va avoir quand même des questionnements qui vont intervenir et qui vont faire que ça risque de chahuter un peu plus en volatilité. Le débat pourra vivre. Exactement. Michel. Oui, alors moi, je voudrais juste rappeler que depuis 2-3 mois, on a une accélération de l'inflation aux États-Unis, en zone euro, avec des chiffres qu'on n'a pas connus depuis très longtemps. Mais quand vous regardez les taux longs aux États-Unis, ils ont plutôt baissé. C'est vrai. Ils ont plutôt baissé. Depuis un mois. Oui, mais pas mal, 20 points de base quand même. Oui. Donc, non, mais ça, je pense que ça, à mon avis, ça reflète bien ce qu'on est en train de dire, c'est que les banques centrales
donne le message au marché que ça ne va pas durer éternellement, mais à un horizon qui n'est pas immédiat. Ouais. Elles sont assez crédibles sur ce sujet. Et là, on parle tous plutôt de 2022. Dans les faits, alors le débat commence avant, Oui, on en bien parle sûr, maintenant. bien sûr, la communication se prépare avant, bien sûr. Mais les décisions, c'est ouais. probablement pas avant fin de cette année ou 2022. Et vous dites les obligataires finalement gardent leur sang-froid aujourd'hui quand ils étaient peut-être un peu plus chauds Voilà. Et puis il y a plein d'autres raisons aussi qui a mentionné. Il y a aussi le fait qu'on se focalise sur les États-Unis et quelques segments où on voit des hausses assez impressionnantes des prix, mais l'économie mondiale, elle n'est pas sortie de la pandémie. Non. Et puis on a des zones entières, on a l'Inde, pour lesquelles les prévisions de croissance et même d'inflation sont révisées à la baisse. Et quand on est la Fed, par exemple, ça plaide pour voilà, oui. rester calme. Oui, parce qu'on sait bien qu'une seule économie aussi grande soit-elle comme les États-Unis peut pas espérer un scénario très rose toute seule. On est des économies très imbriquées et donc il y a des interconnexions qui jouent et c'est ce que reflètent aussi les marchés obligataires. Au passage, Michel Martinez, est-ce que la zone euro manque de relance là ? Est-ce que c'est le débat du moment ? Est-ce qu'il faut quel risque on prend à ne pas en rajouter dans les packages de stimulus, hein ? Je laisse de côté les plans d'infrastructure de long terme, de reconstruction de croissance potentielle, mais dans le stimulus immédiat, est-ce qu'on prend un risque à ne pas en rajouter aujourd'hui ? À la marge, j'ai envie de dire. Alors ça, c'est notre sentiment. Je le mentionnais, aux États-Unis comme en Europe, le système productif a été relativement préservé. Quand on regarde les taux d'endettement, les taux de marge des entreprises, ils se sont très peu dégradés. C'est quand même assez impressionnant. Donc ça veut dire que les politiques ont été assez ciblées pour préserver le secteur productif. D'ailleurs, on n'entend pas tous les fédérations professionnelles de tel métier ou tel métier crier « je vais mourir tout de suite ». Donc donc il y a ce point-là qui est quand même très rassurant. Après, quand on regarde du côté des ménages, on sait aussi qu'il y a eu un excès d'épargne qui a été accumulé, alors qui est l'ordre de plus de 10 points de PIB aux États-Unis, donc ils ont de quoi dépenser. Il est inférieur en Europe, l'ordre de 5-6 points de PIB, mais il est quand même significatif. Ce qu'on sait toutefois, c'est qu'il est assez concentré. Et qu'en particulier, on a les deux premiers déciles qui, eux, ont plutôt vu leur situation financière se dégrader. Donc, si on parle juste de plan d'accompagnement de la croissance immédiat, alors, vous avez décidé de ne pas mentionner l'infrastructure, les dépenses d'infrastructure, parce qu'on sait que c'est pas en 2021 qu'on va avoir l'impact économique. Si on veut soutenir la consommation au moment où l'économie est réouverte et puis tout est disponible, effectivement, il y a peut-être un effort à faire là-dessus, et c'était la demande de Blanchard et Pisani sur ces sujets. Ça, c'est des choses qui sont identifiées. Donc, probablement, les gouvernements vont garder ça de près. Mais à part ça, tant qu'on est dans cette période de rattrapage... Laissons faire la réouverture. Les entreprises ne sont pas mortes. On garde... au besoin, on peut cibler encore plus les entreprises pour lesquelles les aides n'avaient pas été assez bien calibrées. La plupart des ménages vont accumuler un excès d'épargne, donc il n'y a pas besoin d'en remettre. Et il faut cibler pour les ménages les 20% les plus fragiles. Les plus fragiles, c'est ça. Et après, il y a un autre sujet qui est les dépenses d'infrastructure, les dépenses d'investissement. Mais là, c'est du domaine du choix politique à long terme sur quelle position on veut avoir en termes d'autonomie stratégique, de politique industrielle, de position dans les semi-conducteurs, de poids économique dans le monde, d'accélération de la transition énergétique, en intelligence artificielle. Là, on est sur des dépenses de très long terme qui mélangent politique industrielle, recherche et développement, probablement politique fiscale. C'est des sujets pour lesquels que si on prend des décisions maintenant, on en verra l'impact dans 10 ans. Et c'est pas ça qui va changer le chiffre de croissance de 2022 ou 2023. Ou à la marge. Olivier Ringard, pour conclure peut-être sur l'investissement, effectivement, la même question que pour Philippe Forny. Est-ce qu'on réorganise déjà un peu les portefeuilles ? À quoi on se prépare ? Est-ce que tactiquement déjà on réduit la voilure ou on protège un peu les portefeuilles aujourd'hui encore ?
Nous, la manière dont on opère aujourd'hui, c'est toujours garder un biais sur les actifs risqués. Donc surpondérer les actifs risqués, en particulier les actions, puisqu'on pense que les fondamentaux sur un horizon 12 à 18 mois vont rester très favorables aux actifs risqués et en particulier aux actions grâce à la croissance économique, grâce aux croissances bénéficiaires des entreprises. Rappelons-nous que le premier trimestre aux États-Unis a été spectaculaire en termes de croissance bénéficiaire. Ensuite, on fait évoluer un peu le portefeuille sur la partie action. Donc, on est plus diversifié, plus équilibré qu'on ne l'était, par exemple, l'année dernière à la même époque où on était plutôt surpondéré États-Unis, surpondéré tech. Aujourd'hui, on est équilibré entre les États-Unis, l'Europe et les émergents. On est très diversifié sectoriellement en ayant diminué le poids nous aussi de la technologie, et en ayant accru le poids des secteurs cycliques tels que les financières. Et on considère que cette allocation bien diversifiée doit permettre de rentrer, d'affronter une phase qui est sur laquelle nous, on pense qu'on est peut-être en train de rentrer, une phase un peu plus volatile, un peu plus compliquée, parce que questionnement sur l'inflation, questionnement sur la politique monétaire, et puis sur le front obligataire, plutôt une sous-pondération, et en particulier des obligations d'État, en attendant de voir où ces taux longs vont jusqu'où ça monte, se stabiliser. C'est ça, jusqu'où ça monte, si ça redescend ensuite ou pas. Bon, c'est vrai que ça reste calme sur les taux aujourd'hui. Sur les émergents, c'est vrai que c'est un peu la déception de cette première partie d'année. C'est là où on voit quand même la sous-performance, notamment Chine, Asie. Est-ce que ça reste quand même un cas d'investissement intéressant? Est-ce que c'est peut-être d'ailleurs le moment de s'y réintéresser éventuellement? Alors, je pense que oui, c'est le moment de s'y réintéresser, clairement. Enfin, notre position, on a toujours un biais Asie, et on a toujours un biais sur la Chine depuis assez longtemps. Alors c'est vrai que ça n'a pas très bien fonctionné sur la première partie de l'année. Ça a été un des grands traits de 2021. Oui. 2020, pardon. 2020. Oui, c'est vrai que là c'était plus compliqué. Oui. Pour autant, nous, on est absolument convaincus, du rayonnement complémentaire, supplémentaire de la Chine au niveau mondial, avec toutes les limites que ça peut... Parce qu'on n'a pas parlé des risques, mais pour nous, dans les risques, il y a des risques géopolitiques. Et la Chine est vraiment en plein cœur des risques géopolitiques. Parce qu'on ne peut pas dire que les choses se soient vraiment calmées. On n'en parle plus. On n'a pas complètement oublié pour autant ce qui se passe d'un point de vue géopolitique. Ça devient quand même très compliqué, avec beaucoup d'adversaires, on va se dire. Mais on pense quand même que la puissance de l'industrie chinoise, la puissance de la technologie chinoise, tout ça, ça ne peut pas être passé sous le tapis. Et donc, bien évidemment, il peut y avoir des hauts et des bas. Ça a bien donné un moment, ça a moins bien donné depuis le début de cette année. Nous, la zone asiatique, pour nous, est la zone de développement futur au niveau mondial. Et on voit bien que c'est évidemment la rivalité avec les États-Unis. C'est ce qu'on voit tous les jours. Et en Asie, vous avez la Chine, on est très favorable. Il y a le Japon, on est favorable. Et puis il y a ceux qui produisent des biens d'équipement, le Japon par exemple, mais il y a aussi ceux qui produisent des semi-conducteurs, Taïwan, la Corée du Sud. Ouais. Bon, on a quand même un bassin qui est extrêmement puissant. Alors tous ne sont pas émergents, bien évidemment, mais tous sont dans une zone d'activité très forte et évidemment expositif. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Philippe Forny, directeur de gestion privée de BNP Paribas. Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflize OBC. Et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale. CIB était avec nous en plateau ce soir.